On va appeler M. Reda Benbouzid, directeur général d'Algeria e-Banking Service, je vous en prie, accompagné de Najib Bourayou, responsable produit, Thibault Lepol, responsable technique. Bienvenue. Merci, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Voilà, nous avons donc constitué le panel et ses micros. Les micros, je pense, tous marchent. Oui, c'est bon celui-là. Oui, très bien. Génial. Merci. Alors, adapter une approche de sécurité applicative avancée, c'est la thématique de cette première table ronde. Je vous laisse les commandes. Merci, merci. Fouette. Alors, on parlait de sécurité applicative tout à l'heure. Dans ma présentation, j'en ai parlé un peu. Comment mettre en place les outils nécessaires, mais aussi les méthodologies nécessaires. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous demander, vous, en tant que responsable de l'entité Algeria e-Banking Services, comment vous voyez les choses? Quel est le positionnement de la stratégie sécurité? Parce que vous êtes quelque part solutionneur. Comment vous voyez la sécurité dans votre applicatif? Et comment ça amène au fur et à mesure des questionnements assez importants? Alors, AEBS existe maintenant depuis 2004. On est partenaire des banques algériennes et on les accompagne dans leur processus de digitalisation. Donc on est très orienté données bancaires. D'accord. Nous représentons le frontal des banques. Donc ça doit être encore plus Stressant. stressant. Oui, quand même. Donc, et justement, donc, de par ce positionnement, on est bien évidemment développeur de notre propre solution. Et donc, nous devons mettre en place tous les process, toutes les mesures qui garantissent aux banques que leurs données sont protégées, que nous répondons à certaines normes qui ont été, ou best practices, qui ont été imposées par des instances en Algérie, telles que la Banque d'Algérie, telles que le GIE. Et c'est vraiment une question centrale. Donc, moi, ce que tu me dis, ça m'emmène quelque part vers le fait de me dire, OK, la banque, on pense que c'est important, mais finalement, quelle est l'importance de la data d'un client? Est-ce qu'il y a plus de précision là-dessus? Déjà, bonjour à tous. Vraiment, je tiens à féliciter aussi bien les organisateurs que les différents intervenants. Franchement, c'est un événement très intéressant. Sur cette question d'importance, j'ai envie de dire, de la data, en fait, l'importance de cette question, elle est centrale dans notre activité. Pour mesurer cette importance, je vous invite à faire une petite rétrospective sur ce qui se passe dans l'industrie bancaire dans le monde, dans des écosystèmes peut-être un peu plus mûrs et aboutis. On voit globalement, il y a une révolution des habitudes de consommation. Le tout digital, le smartphone. En fait, tout ceci a contribué à un peu bousculer les différentes chaînes de valeur des différentes industries. Il n'y a pas que le monde de la banque. Lorsque vous faites, par exemple, vous voulez réserver une chambre d'hôtel, vous allez sur un site, je pense, connu de tous, qui est donc Booking, qui touche une commission. Et en fait, l'hôtel est amené à son état le plus brut, qui est juste fournir la chambre et est complètement perturbé dans son quotidien. L'industrie bancaire et la banque de manière générale a connu un peu le même cheminement. On a vu l'émergence de nouveaux acteurs qui sont donc les fintech. On connaît, je pense, de nom, on connaît un peu PayPal, mais c'est de loin d'être le seul, c'est peut-être le plus connu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque s'est fait prédater carrément dans son industrie, dans son terrain de jeu, et a dû répliquer, a dû répondre à cette prédation. Et comment elle a dû répondre à cette prédation? Vous avez dit tout à l'heure que la data était le nerf de la guerre. Oui. Les banques se sont rendues compte de cette nerf de la guerre. Et ceci à différents étages. Vous avez aujourd'hui, par exemple, l'émergence des banques en ligne. On se rend compte que l'ouverture de compte, qui est le premier point de contact, comment on analyse la pertinence de ces processus-là, c'est en se basant
c'est en utilisant cette dimension de data. Si par exemple il y a un point de friction à tel niveau de renseignement du formulaire, on se rend compte qu'on n'est pas performant et donc on perd des utilisateurs. Il y a d'autres, vous avez le big data. Le big data, c'est comment affiner ma connaissance client et donc améliorer ma relation client avec mes clients et éviter de les perdre, donc augmenter les taux de rétention. Vous avez des problématiques qui sont centrales pour les banques, qui sont telles que les KYC, et là on rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. Le blockchain fait énormément et commence à grandir de plus en plus sur ces questions-là. Et tout cela, en fait, on se rend compte qu'il y a une guerre qui est complètement déclarée, et ça a une dimension économique. Et à ce moment-là, on se rend compte de l'importance de la régulation. C'est ce qui s'est passé, par exemple, c'est ce qui se passe en Europe avec la nouvelle la directive. Voilà, complètement. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'instaurer un climat de confiance, parce qu'au final, c'est prépondérant dans l'industrie bancaire. C'est de permettre à la banque de ne pas se faire complètement braconner, c'est de permettre d'homologuer de nouveaux acteurs, donc, et aussi et surtout pour le consommateur final, le client, savoir que mes données ne sont pas utilisées à tort et à travers, savoir aussi qu'il y a eu des études qui ont montré que la directive ferait économiser plus de 500 millions d'euros aux utilisateurs européens. Parce qu'il y a une transparence qui est de ce fait. Et la régulation intervient, donc c'est une dimension économique, et je finirai par le point sécuritaire. Donc la directive impose une authentification forte dans le cadre des transactions du e-payment, et aussi normaliser, standardiser les échanges de données entre ces fintechs qui excellent dans l'expérience utilisateur à travers donc des API incluant des protocoles d'authentification connus. En fait, ça s'inspire un peu de l'open banking qui a vu le jour en Grande-Bretagne. Moi, ça m'emmène encore vers une autre réflexion. J'ai vu, on connaît tous Uber, mais je vais prendre l'analogue ici, c'est Wassalné, Yassir, voilà, qui au fait challenge les taxis. Donc c'est un peu la fintech qui challenge, mais ils le font, enfin c'était fait en France, mais après il y a un gros coup de réglementation. Ils le font ici et je pense que finalement, est-ce que la réglementation a une importance? Si oui, laquelle? Comment cette réglementation joue le jeu d'arbitre? J'aimerais bien savoir comment vous voyez les choses chez AEBS. Je veux bien répondre à cette question. C'est bon. Bonjour. Alors, comme le dit mon prédécesseur, la réglementation est à la fois un régulateur et un moteur. Un moteur en ce que, sans cette réglementation, on ne dispose pas des appuis légaux qui nous permettent de garantir la confiance, de garantir la sécurité des transactions, de garantir la légalité de bout en bout, qui est nécessaire à plus forte raison dans l'industrie bancaire et financière. Par exemple, ça nous offre toutes les opportunités d'avoir un flux de données totalement sécurisé de la source aux sites centraux, grâce au chiffrement, grâce au scellement de bout en bout, scellement et décellement, ce qui nous met de façon sûre et pérenne, totalement en conformité avec les réglementations. Par ailleurs, la réglementation est aussi elle arrive toujours, pas en même temps, mais un petit peu en retard par rapport aux problèmes qui apparaissent dans l'écosystème, dans tous les écosystèmes économiques. Et à plus forte raison, comme on aperçoit maintenant, les lois qui apparaissent sont extrêmement bienvenues parce que face aux enjeux dont on parle de sécurité, les menaces qui sont très
qui sont exponentielles avec le contexte actuel. On a vraiment besoin de lois, et il est rare d'observer, comme en 2017, 2018, des lois qui vont dans le sens de la liberté et de la protection. Souvent, les lois sont restrictives. Oui. Celle-ci est une loi qu'on doit saluer pour le fait qu'elle fait respirer et qu'elle garantit que notre métier se déploie dans un contexte plus sain. En fait, dans notre métier, si je peux intervenir, compléter ce qu'a dit Thibault Le Paul, quand on parle de réglementation, c'est à plusieurs niveaux. Donc il y a la loi, il y a les règlements, il y a les ordonnances, bref, il y a également les normes. Des normes qui sont exigées par des instances gouvernementales ou par des régulateurs. Nous, dans notre cas, en tout cas, ce qu'on a vécu jusqu'ici et ce qu'on a trouvé, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut qu'on soit, je reviens au terme facilitateur, enabler. Donc, c'est vrai que la loi vient souvent après. Et donc, elle vient pour réguler quelque chose. C'est moins le cas aujourd'hui. Je prends l'exemple de la mise en place d'un GIE monétique qui est là pour homologuer quand même, pour s'assurer que ce qui va être mis en place dans l'économie bancaire répondent à certaines exigences qui sont déjà préétablies, qui sont déjà maturées. Nous, quand on a commencé il y a une dizaine d'années, par exemple, les EDI n'existaient pas encore. Il n'y avait pas une norme. Il a fallu la mettre en place. Il a fallu quand même que la BEF, que la Banque d'Algérie exige la non-répudiation, exige l'authentification, la sécurité, la confidentialité. Notre positionnement aujourd'hui, encore une fois, il est très lié à la banque. C'est-à-dire qu'on a quand même cette chance d'être cette fintech, mais qui s'appuie sur des compétences au sein même de la banque, les RSSI, les juristes. Et donc, notre objectif, c'est quand même d'essayer d'appliquer les best practices. Si je comprends bien, là, on est dans la sécurité applicative. Vous êtes en train de me dire que finalement, la sécurité applicative, elle prend son essor ou elle s'alimente autant de la partie technologique que de la partie réglementaire. Et du coup, justement, on disait accélérateur. Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, nous donner pas un use case, mais par exemple, un article de loi, je ne sais pas, mais quelque chose qui a vraiment libéré chez vous un choix technologique peut-être, libéré chez vous une route à prendre par rapport à la solution, un choix, voilà, c'est... Ça serait pas, je pense, ça ne serait pas une loi. En fait, quand une loi ou quand la loi, elle exige. Alors que, encore une fois, nous sommes une fintech, donc nous, plutôt, on fait de la veille. Donc, on voit ce qui se fait ailleurs, on s'accompagne d'ailleurs, si on parle de data, de machine learning, de ces nouveaux métiers en fait, qui aujourd'hui commencent à peine à naître en Algérie, on est malheureusement face à une situation réelle qui est que la compétence, on doit la chercher. L'expertise surtout en fait, l'expertise on doit la chercher et donc nous on essaie quand même de s'appuyer beaucoup sur notamment essentiellement des Algériens qui résident à l'étranger, qui ont fait des études spécialisées dans la data ou dans des choses qui ne sont pas, où il n'y a pas vraiment de programme encore très mature ici. Donc, ce n'est pas vis-à-vis des lois, c'est plus vis-à-vis de la technologie utilisée, j'ai envie de dire des best practices. Jusqu'ici, alors vous voulez un exemple, on peut parler de l'authentification à un double facteur. Oui. C'est un exemple qui me vient spontanément et donc qui a été déployé dans la nouvelle release de la solution. Donc, quand on a mis en place la solution, il y a l'authentification à double facteur. Déjà, maintenant, on pense à l'abandon du SMS, puisque l'SMS paraît, en tout cas, et nous on en est convaincus, pas si protégé que ça, pas si sécurisé. Donc on passe à d'autres moyens encore plus forts. Encore une fois, le saut qualitatif, et c'est ça notre devoir, c'est de créer à chaque fois un saut qualitatif, que cela soit pour les métiers, en tout cas ou pour le client final, mais également pour mon client qui est la banque. Aujourd'hui, donc, on a opté pour le cryptage des données qui sont au niveau des serveurs, donc qui sont cryptées, laissées à la discrétion de la banque, parce que le crypté, ça ne sert à rien de le crypter que la moitié, il faut crypter de bout en bout, même quand ça arrive au niveau de la banque, s'ils n'ont pas la clé de décryptage avant l'exécution au niveau de leur SI, on n'a pas vraiment créé la chaîne... On a créé un problème plus qu'une solution. Exactement, donc on ne veut pas créer... En fait, la difficulté, elle est là, c'est que beaucoup de choses se font en Algérie, alhamdoulilah,
on avance vraiment bien. Regardez, l'ensemble des banques algériennes aujourd'hui sont digitalisées. Après, la digitalisation, c'est juste un pourcentage. Est-ce que je suis digitalisé à 100%? C'est un niveau de maturité, C'est un niveau de à maturité. atteindre au fur et à Exactement. mesure. Oui. Exactement. Oui. Une solution digitale, ça n'existe pas. La digitalisation est une démarche. Sur plusieurs années, éthique. Et d'ailleurs, peut-être tout à l'heure, on parlera d'éthique en interne, justement. C'est quelque chose également qu'on voulait un peu partager avec l'audience. Donc, pour revenir et ne pas perdre le fil, c'est qu'aujourd'hui, essentiellement, dans notre développement, dans nos mécanismes, dans nos process, vous avez parlé de DevOps, vous avez parlé de l'agilité, des sprints, tout ça on connaît, tout ça on le fait, enfin en tout cas on est complètement dedans. Et derrière, il y a de la veille, il y a de la veille dans tous les sens, hein, réglementaire, sécurité, etc. Et c'est là où on cherche à créer de la valeur. Ensuite, on a notre partenaire bancaire qui vient de dire, attention, il y a cette loi. Est-ce qu'on répond à cette loi? Oui, Allahumma barik. Non, eh ben, on met en place un plan de charge pour pouvoir répondre aux exigences de cette loi. D'une manière ou d'une autre, ça peut être architectural, ça peut être par des procédés applicatifs, ça peut être... Mais si vous voulez, c'est une exigence, on ne peut pas déroger à ça. Voilà. Je sais pas. Oui. Alors... Juste, vous aviez parlé tout à l'heure d'un use case qui serait potentiellement traité par une réglementation. Vous savez que, alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a énormément de fintech qui ont existé et perduré. Et comment ça fonctionnait? De manière un peu, j'allais dire, barbare. Ils font du web scrapping. C'est quoi? C'est des robots qui viennent. Donc l'utilisateur lui donne ses accès bancaires et des robots viennent et navigue sur les sites des différentes banques pour récupérer, donc, par exemple, votre solde bancaire, vos opérations, etc. Sauf que vous vous doutez bien que ça ne s'arrête pas juste au solde. Ça veut dire que je peux récolter toutes les informations possibles et imaginables relatives à mon activité bancaire, dont mes informations personnelles. La réglementation européenne qui a été mise en place, justement, sert à ça. C'est que elle ne bloque pas immédiatement l'usage de ce genre de technique, mais par contre impose l'utilisation de protocoles d'authentification, donc notamment le OAuth, et qui de fait balaye l'utilisation de ce genre de technique et donc ne laisse que le champ à l'utilisation de l'API authentifiée. Donc c'est typiquement dans ce cas de figure où la réglementation intervient directement dans la protection des données personnelles et de la sécurité. Donc je comprends que ça plante le décor du trusted environment qu'on veut mettre en place. Exactement. Et ça permet aussi de définir les acteurs actifs. Il y a la banque, il y a ceux qui, communément on pourra les appeler des agrégateurs, il y a des tiers de paiement. Ça permet d'identifier chacun et sa place dans la chaîne de valeur et éviter que l'un, au final, ne finisse par signer l'arrêt de mort de l'autre, tout en ayant cette préoccupation qui est le consommateur final et sa protection. Très bien, très bien. Vous voulez rajouter une chose? Oui, j'allais dire que on voit que cette réglementation, ce cadre légal est plus qu'un cadre, c'est aussi une opportunité. Et c'est un devoir. Et on doit aller plus loin. C'est-à-dire qu'on doit notre responsabilité. On parlait d'éthique, on parlait de loi. On a une grande responsabilité qui nous tient tous vraiment à cœur parce que notre secteur est d'une telle importance dans la vie de tout le monde aujourd'hui. Et offre de telles contraintes, montre de telles contraintes que nous prenons tous à cœur une responsabilité assez grande dans la poursuite d'une société numérique à la fois pleine d'ouverture, d'opportunités, mais surtout qui ne compromettent aucunement nos avenirs à tous. Ça m'intéresse beaucoup parce que finalement la sécurité applicative, on dit que c'est composé d'un triplet, celui de la technologie, celui de la réglementation et celui des people, donc du côté éthique, qui travaillent dans le domaine et qui doivent avoir une certaine éthique pour justement améliorer tout ce triplet-là qui fait que aujourd'hui la sécurité applicative, du moins dans le domaine fintech bancaire,
Moi, c'est ce que je comprends de vous dire. Est-ce qu'on est en phase ou il manque un quadruplé? À vous de me dire. Alors, spontanément, je m'arrêterai. Les trois que vous avez cités sont très importants. Et dans le cadre de l'éthique, donc il y a l'éthique qui est très clé, qui est vraiment clé dans tout ce qu'on est en train de dire actuellement, mais qui doit quand même être, j'ai envie de dire, challengée ou en tout cas renforcée par des mesures en interne, des procédures. Vous savez très bien que quand il y a problème, c'est souvent de l'intérieur. Donc il y a les attaques, bien évidemment. Les attaques, donc là on parle vraiment de technologie. Là on fait appel à des éditeurs spécialisés. Mais comment protéger de l'intérieur? Comment nous assurer que ces informations-là ne puissent pas être mal exploitées ou surtout mal intentionnellement exploitées, j'ai envie de dire. Et à ce moment-là, donc il y a pas mal de procédés qu'on est obligé de mettre en place. Je pense à l'anonymisation de l'information. Quand vous êtes éditeur et quand vous êtes partenaire d'une banque, vous devez assurer quand même un minimum de sécurité pour les éventuelles attaques, si je peux exprimer ça ainsi, qui viendraient de l'intérieur. Donc, hier, j'ai entendu... alors, je ne me rappelle plus exactement à quelle présentation ou quel panel, dire qu'il n'est pas normal qu'un informaticien puisse voir les salaires d'une banque, par exemple, puisse savoir que tel directeur gagne tant, etc. Donc il y a cette information qui est importante. Comment vous le faites? Vous avez plusieurs manières. Dès que vous cryptez l'information, vous anonymisez l'information, vous créez plusieurs environnements. Quand on travaille sur du développement, on travaille sur un environnement de développement. L'environnement de la production demeure l'environnement le plus, j'ai envie de dire, le plus sécure, on va dire. Voilà, le plus sécure qu'il faille mettre. Donc il faut vraiment augmenter et sans pour autant, par contre, pénaliser le développement. Parce que, vous savez, c'est comme, encore une fois, si on pense à l'utilisateur final, plus vous rajoutez des couches de sécurité, plus l'expérience utilisateur est fortement impactée. Bien sûr, oui. Très fortement impactée. On parlait d'être facilitateur des usages et des nouveaux usages. Alors, si on commence à tout fermer... C'est ce que vous avez développé tout à l'heure. Exactement. Il n'y a pas très longtemps, on lit Bye Bye SMS. Donc, le SMS, l'OTP par SMS en France est voué à l'échec. Donc, enfin, est voué en tout cas à disparaître. Et quand ça a été annoncé, les premiers acteurs qui ont un tout petit peu quand même beaucoup paniqué, c'est quoi? C'est les Amazon, c'est les grands sites de distribution, c'est les banques, en se disant comment en peu de temps, je dois mettre en place une solution qui réponde maintenant à ces nouvelles exigences. Savoir qui tu es, quelque chose que tu détiens et que tu es seul à détenir, une réponse que tu es seul à avoir. D'ailleurs, moi j'ai vu ma banque qui me proposait une clé digitale au lieu de m'envoyer un SMS où je valide les opérations. J'y ai pas cru, j'achète sur Amazon et puis c'est mon application bancaire sur mon smartphone qui me dit instantanément « Est-ce que vous validez cet achat ?» Alors qu'avant, on m'envoyait un SMS, code, etc. Donc c'est ça l'évolution finalement, c'est qu'on passe vers des mécanismes un peu plus sécures, cryptés. Je suppose qu'il y a des clés. Des clés des deux côtés et moins coûteux. Oui, ok. Je ne moins savais pas que c'était moins coûteux. Le SMS, généralement, il a un coût direct. D'accord. Alors que quand on est dans une solution full digitale... c'est le coût de l'infra. On ne parle pas du coût opérateur, on ne parle pas du coût... C'est ça on n'est plus sur les coûts directs qui sont liés exactement à des opérateurs externes, donc, comme c'est le cas dans le SMS. Aujourd'hui, en Algérie, on est sur du SMS OTP, mais on pense déjà, en tout cas nous à EBS, on pense déjà à passer à l'authentification forte via un deuxième canal qui est le... Alors, on va prendre les questions du public, du coup, excusez-nous, on était dans notre débat tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on a comme question? C'est un sondage. Un sondage, allons-y. Alors, à vos smartphones, ça me rappelle les émissions télé là, à l'époque, Juste Prix ou je ne sais plus quoi. Voilà. Alors, allons-y. Quel est le rôle de l'INAPI? L'INAPI. Ah ben voilà, on me corrige. Ouais. Vous êtes déconnecté un peu d'Algérie cette année. Il faut que je m'y mette. Non, cette année, je vais m'y mettre, c'est promis, c'est une résolution. Donc, est-ce que c'est un organisme national de protection de données? Est-ce que c'est une agence nationale de sécurité? Institut national pour la propriété intellectuelle? Ou est-ce qu'une association pour la défense? Alors ça, cette question, c'est pour voir si les gens aussi ne sont pas déconnectés comme moi. Alors, on va attendre un peu. Ah, on est à 50-50. J'espère qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. En fait, c'est une double question. D'abord, c'est pour savoir est-ce qu'ils connaissent, et puis pour répondre à à la ce que question, c'est. quel est le rôle de l'INAPI? Voilà.
Alors on est tous majoritairement sur Institut national pour la propriété intellectuelle. Est-ce que mes amis là connaissent la réponse? Moi je ne la connais pas. Je vais faire confiance à la majorité. Comme ça, j'irais, vu les initiales, donc I, Institut National, Propriété Intellectuelle, donc je dirais effectivement c'est la première, même. Mais tu as industriel et intellectuel. En fait, il y a l'INAPI à Landa. Donc il y a deux organismes aujourd'hui, l'un qui protège la propriété intellectuelle, l'autre qui protège... en fait, vous pouvez mettre... c'est les droits... Alors Landa, c'est les droits artistes. Et l'INAPI, c'est en fait l'institut dans lequel vous pouvez enregistrer vos marques, vos brevets, vos marques, etc. Voilà, les protéger. Donc ça permet de protéger aujourd'hui tous vos brevets, les marques déposées, les marques. Alors il y a plusieurs types de marques. Hein. Vous avez quand on parle de marque, vous avez la marque verbale, la marque verbale déjà. Donc, quand vous vous appelez, quand vous êtes l'homme, j'allais te donner une vraie marque. Le truc, voilà. C'est une marque par exemple, verbale, si Wasselné ressemble à une autre marque existante qui serait Wasselné, par exemple, c'est complètement différent, mais ça a la même intonation, la même connotation. Donc, ça protège la marque, ça protège les brevets. Et vous avez également aujourd'hui des institutions avec lesquelles nous travaillons directement qui nous permettent de protéger nos codes sources. D'accord. Donc, et là, auquel cas, le process est complètement différent. Nous déposons, j'ai envie de dire un CD, en tout cas un support, dans lequel il y a le code source, dans lequel il y a la preuve que ce code source nous appartient, et avec différentes releases, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a une mise à jour majeure, le processus est redéployé une deuxième fois pour protéger notre capital. Très bien. On passe peut-être à la question suivante. La régie. C'était la seule question? Mais c'est génial. C'est parce que c'est l'heure du déjeuner ou... Très bien, très bien. Alors peut-être un mot de la fin. Moi j'ai envie de dire, la sécurité applicative depuis tout à l'heure, moi j'entends que c'est technique, j'entends que c'est people, j'entends même que c'est organisationnel ou que c'est aussi standardisé sur la partie code. Donc c'est tout ça. Et c'est pas que technologique finalement. Tu peux répéter la... Alors, je disais, pour moi, finalement, avec le débat qu'on a eu, la sécurité applicative, elle n'est pas que technique, elle est aussi organisationnelle, elle est aussi, finalement, on protège aussi notre code. Je ne savais pas ça. Alors, c'est un ensemble avec l'architecture entre en ligne de compte au plus haut niveau. Très bien. Et quand on parle d'architecture, on parle en termes géographiques, en termes d'étendue des flux. Et pour cela, nous devons mettre en œuvre des middleware, des conduites qui soient à la fois adaptables, souples, parce que nous sommes dans des métiers qui doivent s'adapter à la mise en contact de nombreux acteurs, mais qui soient suffisamment outillés pour respecter de façon, je dirais, économique, sans avoir de charges trop longues de préparation, d'études, etc., toutes les contraintes de sécurité qu'on évoque. Alors les contraintes de confidentialité, les contraintes de scellement, les contraintes de non-répudiabilité, les contraintes d'anonymisation, tout ça doit être pris en compte à l'avance dans l'architecture. Et ça fait partie de la sécurité applicative. Tout à fait. En fait, vous avez toujours une cible. Comme dans un marché, vous avez une cible. Donc vous avez la sécurité qui va aller protéger le end user, l'utilisateur final, contre toute usurpation d'identité, etc. Donc là, on pense à différents mécanismes. Ensuite, vous avez une sécurité qui va aller, j'ai envie de dire, protéger et rassurer le client, qui est la banque. Donc là, on parle d'applicative, on parle d'architecture, on parle d'hébergement des données. Donc, ne pas les héberger en dehors du territoire algérien aujourd'hui. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi? Quand on parle de souveraineté nationale, ok, mais réellement,
que garantit le fait De ne pas les mettre ailleurs. de ne pas les mettre ailleurs. Donc et là, on revient à l'éthique, entre autres. D'accord. Et puis, c'est organisationnel, c'est procédural, et c'est répondre à certaines exigences. Quand on pense à PCI, DSS ou PA, DSS surtout, c'est des exigences auxquelles il faut c'est standardiser. Donc, et c'est très simple, c'est une recette. Vous voulez être PA, DSS, voici la recette. Donc, et la recette, elle n'est pas que technologique, ce que vous disiez à l'instant. Elle n'est pas que technique, loin de là. Elle est également dans, c'est tout bête, mais voilà, une clé USB, si vous la mettez dans votre institution, que se passe-t-il? Elle est acceptée, elle n'est pas acceptée? Pouvez-vous copier des données? Pouvez-vous copier des codes sources? Voilà, l'accès physique, merci Najib, l'accès physique au data center, l'accès physique au poste qui accède au data center. Mais c'est une petite anecdote, c'est une j'ai envie de dire, voilà, une direction de la sécurité qui avait interdit l'accès à distance, par PC, par poste, j'ai envie de dire, à une armoire. Donc une armoire où il y a des serveurs. Mais en fait, cette personne qui s'est vue interdire l'accès avait la clé pour y aller, pour rentrer réellement, physiquement. Donc c'est tellement Doesn't make sense d'essayer de trouver un... Absolutely doesn't make sense. Ok. Voilà. Non, très bien. Donc c'est tout ça qui crée, en fait, c'est tout ça qui crée réellement la sécurité de l'information, des données, et qui permet de protéger à la fois le consommateur final, l'utilisateur final, mais également toute la banque de manière plus globale. Très bien, je pense que c'est sur ces belles paroles, si vous voulez bien, qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup. Merci à tout le vous. monde. J'espère qu'on a pu apporter des réponses à vos différentes questions. Merci encore. Merci.